Bonsoir mes chers étudiants, nous allons voir à présent l'embranchement des mollusques. Je commence d'abord par les caractères généraux. Alors tout d'abord, ce sont des coélomates, protostomiens parce que la bouche se forme en premier, hyponeuriens parce que le système nerveux est ventral, et bien sûr célomates parce qu'il y a présence d'un célome. Les caractères généraux, ce sont des animaux métazoaires, triploblastiques, trois feuillets, célomates, protostomia. On les appelle mollusques parce qu'ils ont un corps mou qui est non métamérisé, asymétrie bilatérale fondamentale, et parfois elle est modifiée par le phénomène de torsion à l'état adulte bien sûr, et des fois le phénomène de torsion disparaît chez la larve. L'adulte présente trois régions superposées, un pied ventral musculeux, une masse viscérale dorsale et un manteau sécrétant une coquille parfois avec des spicules calcaires. La respiration est assurée par des branchies, parfois par des poumons. Le système digestif est complet avec des régions spécialisées, présence d'une paire de cordons nerveux ventraux, c'est pour ça qu'ils sont hyponeuriens. Le système circulatoire est ouvert avec présence d'un cœur et le système excréteur est complexe, il est fait de néphridie. La reproduction sexuée, le plus souvent ils sont hermaphrodites avec fécondation croisée. Ils colonisent tous les milieux, ils sont marins, terrestres ou dulcacicoles, qui veut dire d'eau douce. Alors molluscus, ça veut dire animaux à corps mou. 100 000 espèces dans les milieux marins, dulcicoles, terrestres, et présence d'une radiation évolutive qu'on va voir plus tard. Alors les mollusques comptent 110 000 espèces recensées. Ils sont soit gonochoriques, soit hermaphrodites, mais la plupart sont hermaphrodites. Le développement de l'embryon est caractérisé par la segmentation spirale, et les larves sont de type trochophore ou qui ont un développement direct. Au cours du développement, on observe des modifications de la symétrie. Fondamentalement, elle est bilatérale, et de l'axe principal avec prédominance progressive d'un axe secondaire dorso-ventral sur l'axe primaire antéro-postérieur, ce qui entraîne la formation d'un nombre réduit de célomes et la différenciation de trois zones superposées. Il y a le pied, la masse viscérale et le manteau qui sécrète la coquille. Alors les mollusques forment un groupe très varié. Il y a d'abord les céphalopodes comme les poulpes, les calmars. Il y a les huîtres qui sont des bivalves. Il y a l'escargot qui sont des gastéropodes. Ce sont les principaux groupes que nous allons voir, sur lesquels on va insister. Alors, ils ont un corps mou, ils sont recouverts de mucus. Vous savez que l'escargot, lorsqu'il se déplace, il laisse une trace, c'est ce qu'on appelle le mucus, c'est une bave, c'est la bave de l'escargot. Il y a trois ensembles anatomiques caractéristiques. Alors le céphalopodium qui est la sole pédieuse, c'est le pied. Le complexe paléoviscéral dorsal, c'est le manteau et le repli paléal. La coquille qui est sécrétée par des glandes du manteau à partir du calcaire dissous. La respiration, alors elle est branchiale dans le cas où l'animal est aquatique, elle est pulmonaire ou cutanée dans le cas où l'animal respire et terrestre. Alors l'appareil circulatoire, il est ouvert, sauf chez les céphalopodes, et il est fait d'hémocyanine à base de cuivre, qui est moins efficace que le fer. Les ganglions nerveux sont présents et l'excrétion par des métanéphridies ou des reins. Alors, présence d'une radula, qui est une râpe chitineuse au niveau de la bouche. Elle est présente chez tous les mollusques, sauf chez les lamellibranches. Parce qu'on va voir que les lamellibranches n'ont pas de tête. Et du fait qu'ils n'ont pas de tête, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de radula. Et la nutrition, elle se fait par microphagie.
Alors là, c'est le schéma d'un mollusque ancestral. Ici, c'est la sole pédieuse. Voici la corde nerveuse ventrale. Ici, c'est la radula au niveau de la bouche. Le manteau qui va nous sécréter la coquille qui est de type calcaire. Le cœur, métanéphridie qui sont les reins, la cavité paléale. Et ça, c'est l'appareil digestif qui est formé d'un hépatopancréas. Alors, les mollusques comptent cette classe. Il y a les aplacophores. A, ça veut dire le A privatif. Placophore, ce sont des mollusques à corps mou qui n'ont pas de plaques, qui n'ont pas de coquille, qu'elle est très très fine, à peine si on la voit. Il y a les monoplacophores avec le genre Neopelena, une seule plaque. Il y a les scaphopodes, ce sont les dentales avec la coquille en forme de défense d'éléphant. Il y a les polyplacophores avec plusieurs plaques, il y en a 8. Il y a les gastéropodes avec l'escargot, patella, les nudibranches, les lamellibranches qu'on appelle aussi les bivalves, comme les huîtres et les moules. Il y a les céphalopodes où il y a le calmar, sèche et poulpe. On commence par les scaphopodes. Alors, les scaphopodes comptent jusqu'à 400 espèces. La coquille, elle est conique, elle est ouverte aux deux extrémités. Donc, voilà l'extrémité postérieure et ça, c'est l'extrémité antérieure. Ce sont des fouisseurs. Ils fouissent dans le sédiment, des eaux profondes jusqu'à 7000 mètres. Il n'y a pas de branchies. Ils n'ont pas de yeux. Il y a 2 bouquets ici, 2 captacules. Ça, ce sont les bouquets de captacules pour capter les particules alimentaires. Alors, les scaphopodes sont à sexe séparé, ils sont ovipares et la fécondation, elle est externe. Donc, voilà une image du scaphopode. La taille, elle est petite. Les polyplacophores comptent 900 espèces. La coquille est divisée en 8 plaques. Si vous comptez le nombre de plaques ici, vous en trouvez 8. Voilà, un polyplacophore qu'on appelle le chiton. Alors, les chitons, on les appelle aussi polyplacophores. Branchis dans le repli paléal, ce sont des brouteurs d'algues. Ils vivent dans les eaux peu profondes. Ils sont à sexe séparé. La fécondation, elle est externe. Alors là, c'est les polyplacophores avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'intestin, l'estomac, la tête, la glande digestive, le pied au sol pédieuse, le néphridiopore qui est relié au système excréteur et l'anus. Alors la radiation évolutive, c'est une évolution qui est rapide à partir d'un ancêtre commun. Donc il y a un ensemble d'espèces caractérisées par une grande diversité écologique et morphologique. Et dans le cas le plus fréquent où chaque nouvelle espèce est adaptée à une niche particulière, on parle de radiation adaptative ou de diversification. Ils sont très diversifiés. Alors les lamellibranches, on les appelle lamellibranches parce qu'ils ont des branchies lamelleuses, en forme de lamelles. Alors ce groupe possède contient 12 000 espèces. Les 2 valves sont fermées par 1 ou 2 muscles adducteurs. Voilà les muscles adducteurs et voilà la coquille qui est inversée. Il y a absence de céphalisation, donc pas de tête. Il y a absence de tête et absence de radula. La circulation de l'eau se fait par des cils et 2 orifices. Il y a des siphons inhalants et exhalants. Et parfois, il y a ce qu'on appelle un byssus qui est sécrété par une glande et qui va servir à la fixation de l'individu dans les profondeurs. Les organes sensoriels se trouvent sur le rebord du manteau. Sur le rebord du manteau, il y a des organes sensoriels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tête, il n'y a rien, et ils sont hermaphrodites. Alors voici les bivalves. Alors voici les 2 muscles adducteurs. Ça c'est le pied qui déborde des 2 coquilles. Le palpe labial. Là c'est la charnière avec les dents. Les dents et les fossettes, et voilà les siphons inhalants et exhalants. Alors la systématique des bivalves, elle est basée sur le type branchial et les caractères de la coquille, parce que les caractères de la coquille sont très importants.
Prenons maintenant deux coquilles de bivalves, l'articulation des deux valves. Les valves sont reliées par une charnière qui possède des dents et des fossettes. Et la charnière, on dit que la charnière est taxodonte lorsque les dents sont nombreuses et identiques. On dit que la charnière est disodonte si les dents sont réduites ou absentes. La charnière est schizodonte lorsque on a uniquement des dents cardinales. Et la charnière est hétérodonte lorsque les dents présentes sont cardinales ou et latérales. L'ouverture de la coquille, elle est passive, elle se fait grâce à un ligament qui est élastique, interne et externe. Parfois, il est externe. Alors, la fermeture de la coquille, elle est active grâce au muscle adducteur. Il y en a deux. Il y a le muscle antérieur et postérieur, mais parfois, il y a des coquilles qui ne possèdent qu'un seul muscle. Alors maintenant, lorsqu'on a deux muscles, c'est-à-dire bivalve dimière avec deux muscles. Alors on dit que les coquilles sont homomières lorsque les deux muscles sont égaux et les bivalves à ce moment-là sont libres. Ils sont hétéromières lorsque les deux muscles sont inégaux. Il y a le postérieur qui est toujours plus grand que l'antérieur et à ce moment-là, les bivalves sont fixés. Les bivalves sont monomières lorsque ils possèdent uniquement un seul muscle et c'est toujours le postérieur, l'autre est effacé, il s'efface. Alors on va voir les cas. Alors voici les dimières qui sont homomières. Alors dimières, ça veut dire qu'il y a deux muscles, les deux muscles sont presque égaux. Donc on dit que ça c'est le muscle postérieur, ça c'est le muscle antérieur et on dit que la coquille est homomière. Alors vous pouvez voir ici la charnière ici avec les dents et les fossettes. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs dents qui sont nombreuses et identiques et on dit que la charnière est taxodonte. Maintenant le deuxième cas, c'est le cas où il y a deux muscles et que les muscles sont inégaux. Par exemple chez Mytilus. Alors Mytilus possède un muscle antérieur, le voilà. Le muscle postérieur se trouve ici. À ce niveau-là, vous trouvez le ligament qui va fixer les deux coquilles. Bien sûr, ça c'est la face interne de la coquille, hein, de la valve des lamellibranches. Et les deux muscles sont inégaux. On dit que la coquille, elle est hétéromière. Et comme exemple, vous avez Mytilus. Maintenant, on a le cas de la coquille qui ressemble au logo de Shell, qui est la pompe à essence. Alors vous avez un seul muscle, elle est monomière, donc il y a un seul muscle, c'est le postérieur et qui est en position subcentrale. Alors ici, il n'y a pas de dents, on dit que la charnière est disodonte. Alors dans le premier cas, la charnière taxodonte. Ici, la charnière, il y a deux petites dents ici qui sont cardinales, donc elle est schizodonte. Et là, pas de dents à ce niveau-là. On dit que la charnière est disodonte. Alors, le pied est modifié chez les bivalves sessiles. Il présente un siphon. Les cténidies qui sont en relation avec la respiration sont modifiées avec l'excrétion et les rôles des cils et du mucus là aussi. Alors voici un bivalve avec la partie à l'intérieur. Alors vous avez la charnière avec les dents et les fossettes. Il y a les deux muscles, un muscle postérieur, ça c'est l'antérieur, postérieur et l'autre il est antérieur. Vous avez aussi la bouche, le pied qui ressort, les siphons pour la respiration et les branchies. Alors parfois ici, à ce niveau-là, c'est le bord de la charnière, le bord de la coquille qui présente parfois un siphon. Lorsque l'espèce vit en profondeur, il y a un siphon qu'on appelle un sinus. Alors, les lamellibranches sont marins ou d'eau douce. Il n'y a pas de bivalves terrestres. Ils sont fixés, ils sont soit fixés, soit fouisseurs, soit libres. Ce sont des filtreurs. Ils se nourrissent par microphagie. Ce sont aussi, ils vivent en symbiose avec les zooxanthelles qui sont des protozoaires. Ce sont des prédateurs de gastéropodes, des étoiles de mer. Ils sont à sexe généralement séparés, mais parfois ils sont hermaphrodites.
hermaphrodite. Alors voici quelques exemples. Alors ça c'est Pinna qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Alors là, Pinna, elle a la tête en bas. Et ça c'est le bord de la coquille, donc elle est vers le haut. Pectène, regardez avec les 2 oreillettes. Là vous avez les stries concentriques. Et là on a les... Alors ici, les côtes rayonnantes. Ça, tout ceci. Alors là, il y a plusieurs côtes rayonnantes. Et vous avez les stries concentriques. Troisième exemple. Acanthocardias ressemble à cardium. Alors la coquille, elle est remplie d'épines. Elle est épineuse. Alors les 2 valves sont bombées avec les bandes, regardez, concentriques. C'est une espèce qu'on a au Maroc. Il y a Vénus qui est fermée. Voilà, toutes les coquilles sont fermées. Sauf la coquille de Solène, il y a 3 coquilles qui ne se ferment pas. Là, c'est Chlamys qui ressemble à Pectène, mais qui a 2 petites oreillettes. Les côtes rayonnantes sont très petites. Là, c'est Ruditapes et là, c'est Ostrea. Voilà. Ostrea est irrégulière. La coquille, elle est épaisse, elle est feuilletée. Elle présente un seul muscle. On passe aux gastéropodes. Alors, ce sont des mollusques qui sont dissymétriques parce qu'il y a le phénomène de torsion. La tête, elle est bien différenciée avec des organes sensoriels, bouche avec radula. Les dents sont chitineuses de la radula et présentent des formes variées selon le régime alimentaire de l'animal. Le pied ventral est développé et forme une sole de reptation. La masse viscérale ventrale est enroulée et elle surplombe le pied, d'où le nom de gastéropode. Alors les gastéropodes, alors pode ça veut dire pied, gaster ça veut dire estomac, donc ils portent leur estomac sur le dos. L'estomac vient sur le pied. Coquille conique, enroulée en hélice. Les gastéropodes sont marins, dulcicoles ou dulsacicoles ou terrestres. Comme exemple de mollusques terrestres, vous avez la limace qui n'a pas de coquille et vous avez l'escargot qu'on appelle Helix. Alors la classification traditionnelle du groupe, elle est basée sur la position des branchies dans la cavité paléale. Alors nous avons la sous-classe des prosobranches où les branchies sont situées en avant du cœur. Ils sont tous marins. Et l'exemple, vous avez Patella. Patella, elle a une coquille en forme de chapeau chinois. Ça, c'est le pied. Alors voici les yeux, comme vous voyez. Et ça, c'est le manteau qui sécrète la coquille. Le deuxième exemple, ce sont les opistobranches qui ont des branchies situées en arrière du cœur. La coquille est plus ou moins réduite, elle est souvent absente et ils sont tous marins. Alors comme ordre, on a les tectibranches. Alors une vraie branchie dans la cavité paléale recouverte par le manteau. Comme exemple, vous avez aplysie. Ça c'est l'aplysie. Alors le troisième ordre, ce sont les nudibranches, parce qu'ils n'ont pas de branchies dans la cavité paléale. Les branchies sont nues, ils ne sont pas protégés par la coquille sur le dos et l'animal peut porter des excroissances comme des papilles. Regardez ici les papilles qui servent de branchies. Et comme exemple, nous avons Ipselodorus maculosa. On arrive à la sous-classe des pulmonés. Alors les pulmonés présentent un poumon, donc ils seront terrestres. Présence d'un poumon dans la cavité paléale. Comme exemple, vous avez l'escargot, Helix pomatia, où la coquille est bien développée, et on a la limace qui n'a pas de coquille. La coquille, elle est absente, et c'est le genre Limax maximus. On arrive aux gastéropodes toujours, les généralités. Ils sont céphalisés et mobiles. Il y a les opistobranches et les prosobranches. Il y a les nudibranches et les anaspidiens. Alors ça, c'est le schéma général d'un gastéropode qui sont brouteurs et prédateurs omnivores. Ça, c'est le pied qui forme une sole pédieuse. Vous avez la glande digestive ou l'hépatopancréas, le cœur, la coquille enroulée en hélice et la cavité du manteau, l'intestin, l'anus, tentacules au niveau de la tête. La tête, bien sûr, les tentacules céphaliques avec les yeux et la bouche. Prenez la peine de regarder les escargots. Alors là, ce sont les gastéropodes.
Et on a déjà vu, ce sont des gastéropodes qui sont aquatiques, d'eau douce, comme l'hymnéa, qui transmettent parfois des maladies, des platelminthes. Les gastéropodes sont marins, dulcicoles ou terrestres, comme les pulmonés. Ils sont impliqués dans les cycles de transmission des parasites. Il y a les prosobranches qui sont herbivores ou carnivores. Il y a les anaspidiens qui sont les herbivores et il y a les nudibranches qui sont carnivores parce qu'ils mangent les éponges, les cnidaires, etc. Et généralement, ils sont hermaphrodites et leur ponte, elle est rubanée, elle est fixée au substrat. Alors toujours les mollusques, regardez, alors là, marin, dulcicole, terrestre, gastéropode, le pied est ventral et les différencié en sol de reptation parce qu'il adhère au substrat. La torsion ici, elle est de 180 degrés ou de 90 degrés chez les opistobranches. La torsion de la masse viscérale, et il y a des espèces qui ont perdu la symétrie ou la torsion. Voilà. Donc le processus de torsion de la masse viscérale, et je pense que vous avez vu ça en S2. Alors voici les archéobranches avec ces deux espèces-là qui n'ont pas la forme spiralée classique. Là, ce sont les mésogastéropodes qui ont la forme spiralée classique. Là, c'est le labre. De l'autre côté, c'est la columelle. Et là, c'est l'apex. Donc voilà l'apex et voilà l'ouverture. Alors là, c'est un gastéropode qui n'a pas la forme d'un gastéropode parce qu'il n'est pas enroulé en hélice. Vous avez les opistobranches qui ont deux paires de tentacules. La coquille, elle est absente et ils sont hermaphrodites, donc ils sont nus. Et on a les nudibranches qui ne possèdent pas de coquille et qui sont marins. Ils sont très jolis à voir, regardez. Et on arrive aux pulmonés qui respirent par des poumons, qui sont des cavités paléales richement vascularisées, plus simplement stome. Le retour à la vie aquatique pour certains, comme la limnée planorbis. Alors voici planorbis et voici la limnée. Ils étaient au début, ils sont entre la terre et l'eau. Et ça, c'est la limace, bien sûr. Alors comme exemple, on a Aliotis, qui est un gastéropode qui mesure jusqu'à 12 cm de long. Alors Aliotis n'a pas la forme spiralée classique, elle n'est pas enroulée en hélice. Patella, qui est la forme de chapeau chinois, à 7 cm de diamètre, elle est conique. On a Turritella qui est pointue, qui a une ouverture, il n'y a pas de siphon chez Turritella. Il y a Charonia qui est de grande taille, elle peut atteindre jusqu'à 40 cm de long et 16 cm de large. La coquille, elle est lourde et elle est épaisse. Alors les coquilles marines sont épaisses parce qu'elles doivent supporter les marées, le mouvement des vagues, etc. Les coquilles des espèces terrestres sont très fines et elles sont très fragiles. Donc la coquille de l'escargot, vous pouvez facilement la casser si vous l'écrasez, si vous marchez dessus. Par contre, les espèces marines sont difficiles à casser. Il y a Gibula qui ressemble à un escargot mais qui est marine. Il y a Nassa ou Nassarium. Regardez ici les antennes, donc avec les yeux. Et on passe aux céphalopodes. Alors les céphalopodes, jusqu'à 730 espèces, ils ont, alors céphalo, ça veut dire tête, et pode, ça veut dire pied. Donc il y a une couronne de tentacules autour de les pieds, une couronne de pieds autour de la tête. Les pieds sur la tête, développement de la masse viscérale dans l'axe dorsal. Alors ils possèdent soit 8 tentacules, soit 10 tentacules. Ils sont céphalisés et très mobiles. Et il y a un cerveau qui est bien développé, donc cérébralisé, parce qu'il y a soudure des ganglions nerveux en cerveau, protégés par un crâne cartilagineux. Ils ont une grande aptitude à la mémorisation. Ils sont émotifs, donc ils ressentent des émotions. L'œil est perfectionné, le siphon est orientable. Ils possèdent des chromatophores parce que si vous les touchez, ce sont des cellules pigmentaires déformables parce qu'ils se camouflent. Donc ils doivent changer rapidement de couleur. Ils prennent la couleur du substrat et ils ont une poche qui est remplie par l'encre. Si vous touchez un céphalopode, il vous asperge d'encre. Taille maximale est environ de 20 mètres chez Archaeopteryx,
qui est un céphalopode géant. Alors, les céphalopodes, ce sont des mollusques à tête bien différenciée. Le pied est différencié en une couronne de tentacules ventouses entourant la tête. La partie ventrale de la cavité paléale est différenciée en un entonnoir par lequel l'évacuation rapide de l'eau de la cavité paléale par contraction des muscles du manteau permet la propulsion et le déplacement de l'animal. Alors la systématique ici, elle est basée sur le nombre de branchies et de tentacules. Alors ça, c'est le céphalopode, les bras buccaux. Il y a un bec comme celui du perroquet. Il y a un siphon, il y a l'anus, l'intestin, le cœur, néphrédie, c'est l'appareil excréteur. Il y a un manteau. Il y a une coquille, mais dans la plupart des cas, elle est interne. Sauf chez les nautilus, qui sont des espèces qui sont en voie d'extinction ou qui sont déjà éteints. La diapo suivante. Alors, la systématique est basée sur le nombre de branchies et de tentacules. On commence par la sous-classe des tétrabranchiaux, qui ont 4 branchies. La coquille est externe. Voilà, comme je vous ai dit, ils sont représentés actuellement par un seul genre, qui est le genre Nautilus. Alors, l'individu vit dans la dernière loge. C'est la dernière loge, parce que les loges elles sont fermées, mais il y a un siphon à l'intérieur. Ils communiquent par un siphon, les différentes loges. Donc l'individu vit à ce niveau-là. Alors plusieurs tentacules. Il y a les dibranchiaux. Alors tétrabranchiaux, ça veut dire qu'il y a 4 branchies. Les dibranchiaux, 2 branchies, coquille interne, parfois absente. Et on a l'ordre des décapodes, avec 10 tentacules à ventouses. La coquille, elle est interne en forme de plume, toujours présente. Présence de nageoire latérale. Et comme exemple, vous avez la sèche, qui est sépia. Et on a l'oligo, qui est le calamar. Alors, le sépia et l'oligo, ça se mange, bien sûr. Et l'ordre des octopodes, avec 8 tentacules à ventouses. La coquille est aussi rudimentaire ou absente. Pas de nageoire latérale, ils sont sédentaires, donc ils bougent très peu. Et comme exemple, vous avez octopus, qu'on appelle en arabe orthobot, et poulpe. Alors voici, ici ça c'est l'encorné, là ça ressemble à sépia, et là c'est le poulpe, regardez. Alors voici l'oligo, avec la nageoire triangulaire, et ça c'est sépia avec la nageoire qui borde le corps, qui est arrondi. Alors voilà les yeux. Et alors il y a 8 tentacules qui sont petits et 2 qui sont plus grands avec des ventouses qui se terminent par des ventouses. Là aussi vous avez 8 petits et 2 plus grands qui se terminent par des ventouses. Donc ce sont des décapodes. Alors là la nageoire, j'ai dit, elle est triangulaire. Et là la nageoire, elle est arrondie et elle borde tout le corps. Alors les mollusques sépia. Officinalis, c'est un céphalopode qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de long. Son corps est de couleur brunâtre. Une fois qu'elle est en danger, elle échappe en propulsant de l'eau et elle cache la tête et elle lance de l'encre pour masquer la fuite. Alors voici, ça c'est octopus, ou bien c'est sépia, pardon. C'est l'image qui doit venir avec l'autre diapo. Alors, octopus, on va le voir juste après. C'est un céphalopode qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Et octopus est un animal qui se camoufle entre les rochers, dans les fissures. Et on va voir voilà, octopus vulgaris. Voilà, avec octopus qui a 8 bras qui sont bordés de 2 rangées de tentacules. Il y a aussi Elédone qui présente au niveau des bras une seule rangée de tentacules et il y en a 8. C'est un céphalopode qui mesure jusqu'à 50 cm de long. Donc il a une tête qui est petite, étroite et ovoïde. Les céphalopodes sont exclusivement marins. Les calamars sont pélagiques. Poulpes et sèches sont benthiques, donc ils vivent en profondeur. Calamars vivent en surface. Ce sont des carnivores, ils mangent des crustacés, les poissons, les mollusques. Ils sont responsables de l'extinction peut-être des trilobites. Ils sont à sexes séparés, donc ils sont gonochoriques. Et les œufs sont sous forme de grappes gélatineux.
Et voici, on a presque terminé. Voici le céphalopode, le géant Architeuthis. C'est une légende qui est devenue réalité. Donc, pieds munis de tentacules vers l'avant, la bouche elle est munie d'un bec de perroquet, la tête elle est distincte de la masse viscérale. Et ils sont très intelligents, cérébralisation, ils ont une bonne mémoire, ils sont émotifs, ils ressentent des émotions. Ça, c'est très important. Et voici la classification des céphalopodes. On a les décapodes avec 10 bras. Et on a les octopodes avec 8 bras. Et on a les tétrabranchiaux. Donc ça, ce sont les 10 branchiaux. Et là, ce sont les tétrabranchiaux avec le Nautilus qui est en voie d'extinction. Et je vous remercie de votre attention.